bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Cessez-le-feu à Gaza, les Palestiniens ont salué les efforts diplomatiques de l'Algérie qui a joué un rôle central dans l'obtention de cet accord. Le pays a mobilisé son influence internationale et fourni des aides humanitaires et médicales pour soulager une population meurtrie. Nous vous parlerons par la suite de Jamaa Ketchaoua à la Casbah d'Alger, un monument emblématique qui raconte de sombres pages de l'histoire coloniale. La mosquée symbolise l'effacement culturel et spirituel imposé, mais aussi la résistance indéfectible du peuple algérien. L'immigration de plus en plus instrumentalisée par certains discours de l'extrême droite française. Derrière ces propos, le vrai défi socio-économique du pays reste largement ignoré, exacerbe les tensions dans la société française. Éclairage dans quelques instants. Nous irons par la suite au Maroc qui connaît une situation préoccupante. Marzem poursuit sa politique de répression envers ses citoyens qui vivent dans des conditions de vie très compliquées. Précarité, chômage et inégalité plongent les Marocains dans une profonde détresse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons ce journal avec le cessez-le-feu obtenu dans la bande de Gaza qui entrera en vigueur ce dimanche 19 janvier et apportera un répit tant attendu aux Palestiniens. L'Algérie, pleinement engagée dans les efforts de médiation sur la scène internationale, a joué un rôle clé pour parvenir à cet accord. Depuis son adhésion au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle n'a cessé de multiplier les initiatives pour soutenir les aspirations légitimes du peuple palestinien. Amel Bouarba. L'entend exigé par l'Algérie, l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui vient mettre fin à plus de 467 jours d'une guerre dévastatrice constitue une avancée majeure, couronnant les efforts inlassables menés par la diplomatie algérienne pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. L'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité, a joué un rôle actif dans les efforts de médiation internationale pour parvenir un cessez-le-feu. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie, par le biais de sa représentation permanente auprès des Nations Unies, n'a ménagé aucun effort depuis son accession début 2024 au Conseil de sécurité pour parvenir à un arrêt des agressions sionistes à Gaza. La mission diplomatique algérienne à l'ONU a multiplié les initiatives pour mettre un terme à la tragédie humaine endurée par les Palestiniens, mais aussi garantir l'acheminement des aides humanitaires et des soins médicaux conformément au droit international humanitaire. Durant son mandat au sein de l'organe onusien, l'Algérie s'est faite le porte-voix du peuple palestinien, faisant de la défense de cette cause juste une priorité. À cet effet d'ailleurs, elle a convoqué plusieurs réunions au Conseil de sécurité consacré à la Palestine et à la situation qui prévaut à Gaza. Depuis janvier 2024, notre pays est à l'origine de la présentation à nouveau du dossier d'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies, n'a eu de cesse de soumettre plusieurs résolutions et déclarations dans le but de freiner l'agression sioniste dans les territoires palestiniens. Si l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Gaza ravagé par plus de 15 mois de guerre revêt une importance capitale, des actions concrètes pour une paix durable sont cruciales. Un plaidoyer de l'Algérie qui préside l'organe onusien central pour le mois de janvier et dont les démarches incarnent son engagement et sa détermination indéfectible à œuvrer sans relâche pour renforcer la stabilité et la sécurité sur la scène régionale et internationale. Cet accord de cessez-le-feu représente un pas important. À Gaza, les habitants déterminés à reconstruire leur quotidien ont salué les efforts diplomatiques de l'Algérie qui a joué un rôle central dans l'obtention de cet accord. Le pays a non seulement mobilisé son influence internationale, mais également fourni des aides humanitaires et médicales pour soulager une population meurtrie. Mais au-delà de cette décision, une inquiétude demeure. Yasmine Massaoudi. Après des mois d'attente et de sacrifices, les Palestiniens sont descendus dans les rues pour célébrer la signature d'un cessez-le-feu tant attendu. Les déplacés, qui ont quitté leur refuge, ont affirmé leur attachement à leur terre et leur détermination à y rester malgré tout. Cette résilience trouve une résonance particulière dans l'histoire de l'Algérie, qui, après des années de lutte acharnée, a obtenu son indépendance et s'est libérée du colonialisme. Nous transmettons à nos enfants l'amour de la patrie,
malgré toutes les épreuves. L'exemple de l'Algérie, qui a perdu 1 500 000 martyrs pour obtenir son indépendance, nous inspire. Pour ma part, même si j'ai perdu tous mes enfants durant cette guerre, je ne ressens pas de tristesse. Mon espoir est de les retrouver un jour au paradis. Les Razaouis ont souligné que dès le début de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne, l'Algérie a joué un rôle central en obtenant des décisions importantes au sein du Conseil de sécurité pour protéger les civils palestiniens. Avant même la fermeture des frontières, l'Algérie a envoyé de l'aide humanitaire, des équipes médicales et a accueilli les blessés dans ses hôpitaux. L'Algérie a fourni et continue de fournir un soutien matériel et moral important en envoyant des missions médicales et des aides humanitaires. Elle demeure également un soutien constant pour la Palestine, tant au sein du Conseil de sécurité qu'à travers son soutien et ses votes en faveur de toute initiative liée à la cause palestinienne et au peuple palestinien. Bien que l'accord de cessez-le-feu ait été signé, l'occupant sioniste a tenté de gagner du temps jusqu'à dimanche prochain, commettant davantage de massacres. Plus de 80 martyrs et 200 blessés, pour la plupart des civils, ont payé le prix de cette prolongation de violence. Parmi lesquels 2 journalistes qui couvraient l'actualité du cessez-le-feu. يا ابو يحيى معك ابو صهيب يا ابو يحيى انا صاحبك يا ابو يحيى قول لا اله الا الله واشهد الله انه نطق بشهاده لا اله الا الله في اخر انفاسه. Les Palestiniens redoutent par-dessus tout que l'occupant sioniste se retire de l'accord à tout moment et reprenne ses massacres, plongeant à nouveau le peuple palestinien dans la violence et la souffrance. Les frappes aériennes sionistes ont fait 101 victimes, dont 31 femmes et 27 enfants, et plus de 264 blessés parmi les Palestiniens depuis l'annonce d'un cessez-le-feu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Ces décès surviennent après l'annonce de cet accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur dimanche 19 janvier. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier sous la présidence de l'Algérie pour voter un projet de résolution sur le dégel des avoirs libyens afin d'en préserver leur valeur. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné que le Conseil permettra à la mission libyenne de passer en revue toutes les résolutions émises dans ce contexte, appelant le Conseil de sécurité à soutenir le peuple libyen, à préserver son intégrité territoriale et à organiser des élections libres et démocratiques. Écoutons sa déclaration. Il s'agit de la première décision jamais prise en faveur de la Libye. Une décision qui lui permettra d'investir dans ses avoirs gelés afin de préserver leurs valeurs au profit du peuple libyen. Nous demandons le retrait immédiat des forces étrangères et appelons au plein respect de la Libye et de sa souveraineté sur son territoire. Le groupe des trois, la Guyane, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie, sont solidaires avec le peuple libyen qui a souffert des décisions hâtives prises par le Conseil de sécurité par le passé. J'appelle le Conseil à assumer ses responsabilités et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens, notamment pour l'organisation d'élections libres et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens possibles.
De nombreux monuments et lieux emblématiques en Algérie racontent de sombres pages de l'histoire coloniale. Parmi eux, Jamaa Ketchaoua, la Casbah d'Alger, la mosquée est l'un des témoins les plus saisissants, transformée en cathédrale après de sanglants massacres. Elle symbolise l'effacement culturel et spirituel imposé par l'occupant. Ketchaoua demeure un témoin silencieux de ces tragédies et rappelle à la fois la douleur de l'histoire, l'inébranlable résistance du peuple algérien. Rina Louari. Au cœur de la basse Casbah d'Alger, la mosquée de Ketchaoua se dresse comme un symbole édifiant de la résistance algérienne face à l'occupation française. Érigée en 1612 comme un phare de spiritualité et de savoir, cette mosquée est devenue au fil des siècles un témoin silencieux mais éloquent des atrocités coloniales et de la résistance du peuple algérien, profondément attaché à son identité et à sa foi. Après l'invasion française de 1830, le pouvoir colonial s'est lancé dans une politique d'effacement systématique de l'identité islamique. 2 ans plus tard, en 1832, sous les ordres du général duc de Rovigo, la mosquée Ketchaoua a été réquisitionnée pour être transformée en cathédrale chrétienne. Une décision face à laquelle des milliers d'Algériens, savants et fidèles, se sont rassemblés au sein de la mosquée, refusant de céder ce lieu sacré. Cette mobilisation pacifique a été brutalement réprimée par les forces coloniales qui, sous les ordres du général duc de Rovigo, ont pris d'assaut le lieu de prière, massacrant de sang-froid plus de 4000 hommes, femmes et enfants et incendiant des centaines d'exemplaires du Saint-Coran, profanant les lieux chargés de sacralité islamique. Quelques mois plus tard, la mosquée de Ketchaoua, désormais une cathédrale, accueillait sa première messe chrétienne, un acte à travers lequel l'occupant français tentait d'affirmer sa mainmise sur l'identité culturelle et spirituelle des Algériens. Cependant, cette tentative de soumission a échoué face à la résilience du peuple algérien, résolu à récupérer ce qui lui revenait de droit. Après l'indépendance, la mosquée de Ketchaoua retrouve son identité islamique. En novembre 1962, la première prière du vendredi y est tenue, marquant la renaissance de ce lieu sacré après plus d'un siècle d'oppression. Aujourd'hui, la mosquée de Ketchaoua demeure un lieu chargé de mémoire, rappelant non seulement les souffrances infligées par le colonialisme français, mais aussi la force inébranlable et la résistance du peuple algérien dans son combat pour préserver sa dignité et reconquérir sa liberté et son indépendance. Et puis, juste après ce journal, vous pourrez suivre un extrait de la série Les Martyrs de la Guillotine, un regard sur tous ces crimes coloniaux et le lourd héritage de ces injustices qui ont marqué l'histoire. Un témoignage poignant sur la résistance algérienne. Tournons-nous à présent vers la France d'aujourd'hui, où la question de l'immigration est de plus en plus instrumentalisée par certains discours politiques, notamment ceux de l'extrême droite. Les immigrés sont fréquemment désignés comme boucs émissaires. Un climat de division s'est installé, alimenté par des propos trompeurs, alors que les véritables enjeux de la nation sont mis de côté. Comment expliquer cette montée de haine et la construction de l'immigré comme ennemi de l'intérieur? Sabrina Keshroud nous éclaire sur cette réalité. Paris, dans le brouillard, autant que sa politique. Le pays est plus que jamais vérolé par les discours d'extrême droite, ses dirigeants ne cherchant pas de réelles solutions aux problèmes économiques et sociaux qui appauvrissent chaque jour un peu plus les Français. Le bouc émissaire préféré des héritiers de Le Pen et leurs amis, l'immigré. En France, les discours anti-immigrants ne cessent de monter, cachant de moins en moins le manque de volonté des politiques en place à trouver des solutions aux véritables problèmes. Tensions sociales et économiques engendrent des troubles sans prise en compte sérieuse donc. À Mayotte notamment, charger les étrangers pour se décharger de ses responsabilités, les élus non affiliés à l'extrême droite ne sont pas dupes face à des discours trompeurs. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Au cœur d'une Assemblée nationale fracturée, la gauche française tient la dragée haute à l'extrême droite et ses alliés,
contre la construction de l'immigré comme ennemi de l'intérieur, qui met en danger l'ensemble des 5 millions d'étrangers installés sur le sol français, dont nombre sont issus d'anciennes colonies. Les conséquences de vos paroles sont graves. Vous osez parler de rente mémorielle à propos de l'Algérie, comme si c'était un cadeau d'avoir subi 132 ans de colonisation et de souffrance. Les belles heures de la colonisation, comme ose le dire votre ministre de l'Intérieur, c'est révoltant. En réalité, c'est l'algérophobie qui est votre rente politique. Vous soufflez sur les braises des haines passées. Vous attisez la xénophobie, l'islamophobie et le racisme dans l'espoir d'exciter l'opinion publique et de masquer vos échecs. C'est répugnant. Et qui en paye le prix? La France, que vous discréditez, isolez et abaissez. Le souffle de l'extrême droite est partout palpable, dans un pays qui n'a pas fait son travail de décolonisation en tant qu'ancien colonisateur. Le déclassement économique de la France n'y fait rien. Ses citoyens sont constamment encouragés au racisme et à la division. Quand la population a à affronter des difficultés qui n'ont aucun lien avec la présence des populations étrangères. Les immigrés représentent 10% de la population du pays et une étude récente de l'OCDE met en valeur leur contribution budgétaire nette à hauteur de 1% du PIB, soit 25 milliards d'euros. Un apport de richesse incontestable au pays contre des fake news des discours. Les immigrés sont en outre très présents dans les métiers dits en tension que les Français ne souhaitent pas exercer, comme la restauration ou le BTP, une aide indispensable pour les patrons locaux. Pendant ce temps, les politiques français préfèrent créer des légendes autour du coût de cette immigration, au lieu d'aller chercher l'argent là où il se trouve, pour résorber un déficit de 6%. La dette publique s'élève à 3 300 milliards d'euros, plaçant la France dans le trio de tête des États les plus endettés d'Europe. Et à cette heure, la France n'a toujours pas voté son budget pour 2025. Il nous faut un budget rapidement et que sans budget, la France est actuellement en mode de service minimum et que ce service minimum ne peut pas durer. Agiter le faux chiffon rouge de l'immigration, c'est le choix que fait une bonne partie de l'échiquier politique français, depuis l'extrême droite de Marine Le Pen jusqu'au gouvernement actuel. Contre les faits et contre toute idée d'un apaisement du climat social et économique. Un pari contre la vérité et certainement pas au service des Français. Le Maroc connaît une situation préoccupante, une situation qui touche directement son peuple. Le régime du Marzen poursuit sa politique de répression envers ses citoyens qui vivent dans des conditions de vie intolérables. Précarité, chômage, inégalité font plonger les Marocains dans une profonde détresse. Les autorités semblent fermer les yeux sur cette réalité, ignorent les souffrances d'une population qui se soulève de plus en plus. Marim Damis. Ne nous jetez pas dehors sans nous donner un logement. Nous sommes 5 frères et notre mère est la 6e. Nous en avons assez de cette misère, nous sommes perdus. Nous n'allons pas quitter les lieux, quoi qu'il en soit. Alors que les souffrances du peuple marocain s'intensifient, le Marzen semble adopter une politique controversée marquée par une gestion abusive des ressources et une fragilisation du tissu social. Les expulsions forcées qui ont laissé des familles entières sans abri et des mineurs livrés à un avenir incertain illustrent cette crise humanitaire grandissante. Face à cette situation, de nombreux Marocains investissent la rue, réclamant leurs droits fondamentaux et dénonçant des décisions jugées brutales et arbitraires. Il est inadmissible de nous expulser de nos maisons. S'ils démolissent nos maisons, ils n'ont qu'à nous donner des logements en contrepartie. Dans un contexte de plus en plus difficile, les familles marocaines se débattent pour survivre, confrontées à un taux de chômage en hausse et à des conditions de vie de plus en plus précaires. Le tissu social se dégrade, les inégalités s'aggravent et les Marocains se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans soutien réel du gouvernement. Alors que la pauvreté gagne du terrain, le Marzen semble indifférent à la détresse quotidienne du peuple, amplifiant ainsi un sentiment de négligence et de frustration. Du sport à présent avec la sélection algérienne de handball qui s'est inclinée hier face à son homologue italienne sur le score de 23-32 en match comptant pour la deuxième journée du groupe B du championnat du monde de handball 2025 qui se déroule au Danemark. C'est la deuxième défaite du set national dans le tournoi après celle concédée mardi dernier face au Danemark, triple tenant sur le score de 22-47. Lors de la troisième et dernière journée de la poule B, prévue demain, l'Algérie jouera sa qualification au tour principal face à la Tunisie à 18h dans un derby qui s'annonce décisif pour les deux sélections.
Du football et cette 6e et dernière journée des compétitions africaines prévues le dimanche qui vient. Le CS Constantine sera un appel à Dar es Salaam pour défier le Simba SC avec comme enjeu la première place du groupe, alors que le CS Sfaxien recevra le Bravos d'Omaki dans un match sans enjeu. Fatah Abada. La phase de poule des compétitions africaines connaîtra son épilogue ce week-end avec la tenue de la 6e et dernière journée. En Champions League africaine, si pour le Shabab Riyadi de Belouizdad, l'aventure est bel et bien terminée. Après sa défaite le week-end dernier en Afrique du Sud face à Orlando Pirates, ce qui a précipité sa sortie avant même la dernière journée, pour le Mouloudia, c'est plutôt le match de la poule qui se joue pour la 2e place qualificative. En effet, les coéquipiers d'Ayoub Abdellaoui disputeront un match décisif en Tanzanie face aux Young Africans pour déterminer le 2e qualifié de ce groupe A. Même si le MCA pourra se contenter des matchs nuls pour passer, les Algérois devraient plutôt jouer pour gagner ce match et ils en ont les capacités afin d'éviter toute surprise. En Coupe de la CAF, nos 2 représentants, l'USM Alger et le CS Constantine, qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, devraient cependant jouer pour s'assurer de la première place de leur groupe respectif, pour garantir le match retour des quarts de finale à domicile. Pour cela, les Algériens doivent assurer au moins 1 point chacun lors de la dernière journée. Il nous reste le dernier match contre le FC Simba en Tanzanie. C'est un match pour la première classe, voilà, pour la première classe, et essayer d'éviter, entre parenthèses, les gros clubs dans notre groupe. Et puis voilà, ça ne va pas être facile. Alhamdoulilah, nous sommes déjà qualifiés. Et puis vous savez qu'avec la Coupe d'Afrique, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'il n'y a que les meilleurs qui s'y trouvent. Donc alhamdoulilah, nous sommes qualifiés avant notre dernier match. Et puis là, on va aller en Tanzanie pour jouer la première place. La tâche semble plus simple pour les Usmistes qui recevront les Sénégalais du Jaraf au stade du 5 juillet, où ces derniers pourront aussi se contenter du point du match nul pour passer. Tandis que les Constantinois du CSC se déplacent en Tanzanie pour affronter le Simba SC, qui voudra sûrement chipper la première place au protégé de Kherdin Madoui. Bon vent à nos 3 représentants en compétition africaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre bulletin météorologique. Et puis je vous retrouve ce soir à 19h pour le journal du soir. Excellent après-midi à vous.